La question d'aujourd'hui concerne la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, complications et quel traitement chirurgical. Le plan de la question comportera une introduction, des généralités sur la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, les complications de cette maladie aiguë et chronique, et on terminera par une conclusion. Alors, il faut savoir que cette maladie est très fréquente en Algérie. Sa gravité réside dans ses complications qui peuvent être mortelles. Le diagnostic est basé sur la sémiologie clinique et certaines techniques d'exploration radiologique, notamment l'examen endoscopique. Il s'agit d'une urgence médico-chirurgicale. Le pronostic est lié à plusieurs facteurs, notamment le terrain et le type de complications, d'où l'intérêt d'un traitement médical bien adapté de la maladie et d'un suivi régulier de son évolution. L'ulcère gastro-duodénal est défini comme une affection chronique caractérisée par une perte de substance de la paroi gastrique ou duodénale, atteignant la musculeuse, qui repose sur un socle scléreux et qui évolue par poussées périodiques entrecoupées de rémissions. Il semblerait que l'ulcère duodénal est beaucoup plus fréquent que l'ulcère gastrique. L'âge moyen de survenue est aux alentours de 55 ans pour l'ulcère duodénal et de 65 ans pour l'ulcère gastrique. Il existe une prédominance masculine. Sur le plan physiopathologique, à l'état normal, il existe un équilibre entre les facteurs d'agression et les facteurs de défense, et l'ulcère gastro-duodénal semble être lié à un déséquilibre entre ces deux facteurs. Alors, les facteurs d'agression sont représentés par la sécrétion gastrique acide au niveau du pôle apical du fundus gastrique, et les moyens de défense sont représentés par le mucus, le renouvellement du revêtement épithélial et le flux sanguin muqueux. Il existe des facteurs étiologiques qui sont incriminés dans l'apparition de cette maladie, à savoir l'hélicobacter pylori qui constitue le principal facteur. Il est présent dans 90% des cas en cas d'ulcère duodénal et de 70% des cas en cas d'ulcère gastrique. Son éradication permet de modifier la prise en charge thérapeutique et par conséquent, elle diminue nettement les complications de cette maladie. D'autres facteurs peuvent être incriminés, à savoir le tabac, l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et certains facteurs génétiques sont également incriminés, tels que les patients ayant un groupe sanguin O. Alors, comme type de description sur le plan clinique, nous avons la forme typique qui est présente dans 2/3 des cas. La maladie ulcéreuse est caractérisée par une douleur ulcéreuse typique. Elle est de siège épigastrique, à type de crampe ou de faim douloureuse, des radiations postérieures dorsales, d'intensité variable, calmée par les repas et les antiacides, et elle est rythmée par la prise alimentaire. Elle apparaît dans un intervalle de 2 à 4 heures après. Cependant, certains patients peuvent présenter des brûlures et l'intensité peut être importante sous forme de crise hyperalgique. Parfois, la maladie ulcéreuse est révélée par une complication. Alors, le diagnostic positif repose sur l'examen endoscopique qui va permettre de préciser le nombre, la forme, la taille et le siège des ulcères. Les biopsies doivent être systématiques. Au niveau lorsqu'on est devant un ulcère duodénal, uniquement pour la recherche de la bactérie, qui est l'Helicobacter pylori. Et si on est devant un ulcère gastrique, il faut rechercher l'Helicobacter pylori, ainsi qu'une analyse histologique anapathe au niveau des berges de l'ulcère et à distance à la recherche d'un cancer. Alors le traitement, il est d'abord basé sur les règles hygiéno-diététiques, par l'arrêt du tabac, l'éviction médicamenteuse telles que les anticoagulants et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et le recours à certains médicaments tels que les antisécrétoires, qui sont représentés par les inhibiteurs de la pompe à protons, commercialisés sous le nom d'oméprazole. Les antibiotiques qui sont actifs sur l'Helicobacter pylori, à type d'amoxicilline, clarithromycine et le métronidazole. Le traitement endoscopique trouve sa place en cas d'hémorragie active et le traitement chirurgical est rare en dehors des complications. En ce qui concerne les complications, il faut savoir que les incidences
de ces complications de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale a significativement diminué grâce à la connaissance de la physiopathologie de cette maladie et grâce à l'éradication de l'Helicobacter pylori. Il faut savoir qu'en absence de traitement ou en présence de certains facteurs d'aggravation, la maladie peut évoluer vers des complications qui elles-mêmes peuvent être inaugurales de la maladie. On a deux types de complications. On a les complications aiguës qui sont représentées par l'hémorragie digestive et la perforation, et les complications chroniques qui sont représentées par la sténose entropylorique et la cancérisation pour l'ulcère gastrique. Il faut savoir que l'ulcère duodénal ne dégénère jamais. Première complication, hémorragie digestive. Celle-ci peut révéler la maladie ulcéreuse dans 10 à 20% des cas. Elle se manifeste soit par un saignement extériorisé, c'est l'émission par la bouche au cours d'un effort de vomissement de sang et c'est les hématémèses, soit par des mélénas. Elle peut être non extériorisée et se manifeste par un syndrome anémique. Il faut savoir que les hémorragies peuvent s'arrêter spontanément dans 80% des cas, mais 20% des cas récidivent. La mortalité est aux alentours de 10% et il semblerait qu'elle est liée beaucoup plus au terrain. Certains médicaments sont susceptibles de faire saigner les ulcères gastro-duodénales, tels que l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, quel type de mécanisme? On peut avoir soit une effraction vasculaire, lorsqu'une fistule est réalisée par l'ulcère en pleine artère, elle va provoquer une érosion de celle-ci, qui va s'ouvrir en plein canal dans l'estomac. C'est le cas des ulcères de la petite courbure gastrique et qui provoquent une érosion de l'artère coronaire stomachique. Et le cas aussi des ulcères bulbaires postérieurs qui peuvent provoquer une érosion de l'artère gastro-duodénale. La gastrite hémorragique périulcéreuse réalise un saignement en nappe. Et troisième type de mécanisme, c'est le suintement hémorragique au fond de l'ulcère dû à la lésion des vaisseaux myoformés. Dans ce cas-là, la fibroscopie est impérative en absence de perforation associée pour affirmer l'origine ulcéreuse du saignement et suggérer les mécanismes et faire une hémostase endoscopique. Notez bien qu'il peut exister un ulcère gastro-duodénal chez le patient éthylique qui est porteur d'une cirrhose hépatique et que la présence d'une hémorragie digestive chez l'éthylique n'est pas obligatoirement en rapport avec une rupture de varices œsophagienne. Devant un patient qui se présente pour une hématémèse, il faudra d'abord confirmer cette hémorragie digestive. Alors, on a un geste simple qui permet un diagnostic et un geste thérapeutique. C'est la pose d'une sonde nasogastrique qui va permettre de faire un lavage à l'eau glacée qui permet une hémostase spontanée. Cette opération doit être répétée jusqu'à ce qu'on obtient un liquide clair. Et cette méthode, elle permet de préparer le patient à un examen endoscopique. L'endoscopie digestive haute doit être réalisée en urgence chez un patient qui était choqué et qui présente un état hémodynamique stable. Elle a un triple intérêt diagnostique car elle permet de visualiser, de localiser la lésion ou les lésions responsables du saignement. Un intérêt pronostique car elle permet une classification de Forest qui va permettre d'adapter les indications thérapeutiques et émettre un pronostic. Et un intérêt thérapeutique grâce à l'hémostase endoscopique qui est fortement indiquée dans les ulcères à haut risque de récidive hémorragique. Alors pour la classification de Forest, on a 3 stades. Le stade A est subdivisé en 2 petits stades. Le premier stade 1A, c'est un saignement en jet avec une prévalence de 10% et un risque de récidive hémorragique à 90% des cas. Le 1B, c'était suintement diffus, un saignement en nappe, avec un risque de récidive aux alentours de 30% des cas. Pour le stade 2 est subdivisé en 3 petits stades. On peut avoir soit un vaisseau visible en 2A, et le risque de saignement ici est aux alentours de récidive hémorragique aux alentours de 50% des cas. On peut avoir un stade 2B, c'est lorsqu'il existe un caillot qui est adhérent. Et là, le risque de récidive hémorragique est aux alentours de 25% des cas. On peut avoir un stade 2C, c'est une tache pigmentée. Et là, le risque de récidive est aux alentours de 7%.
Et enfin, devant un stade 3, c'est un cratère ulcéreux à fond propre et le risque de saignement est de 30%, et le risque de récidive hémorragique est moindre, aux alentours de 3%. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Forest 1 représente une hémorragie active, le Forest 2, c'est des présences de signes ou de stigmates d'hémorragie récente, et le Forest 3, pas de signes d'hémorragie récente. Alors, le traitement est basé beaucoup plus sur la réanimation et la correction d'un éventuel état de choc. Il faudra d'abord hospitaliser le patient, assurer 2 voies d'abord veineuses, faire un prélèvement sanguin pour apprécier le retentissement biologique du saignement, examiner le patient à la recherche des signes de choc, notamment une tachycardie et une hypotension artérielle, placer une sonde nasogastrique à visée diagnostique et thérapeutique, mettre en place une sonde vésicale afin d'apprécier la diurèse qui est le meilleur paramètre de surveillance hémodynamique, et bien sûr commencer la réanimation en même temps de tous ces signes, de tous ces gestes, s'il existe un état de choc hypovolémique. Après avoir confirmé le diagnostic de l'hémorragie digestive, il faudra apprécier sa gravité. Alors, ceci en mesurant la quantité de sang suffisante à transfuser pour maintenir un état hémodynamique stable, c'est-à-dire avoir un patient qui présente une fréquence cardiaque aux alentours de 100 battements par minute, une tension artérielle systolique au-delà de 100 mm de mercure, une diurèse supérieure à 30 ml par heure et une hémoglobine supérieure à 8 grammes par décilitre. Et ceci donc permet d'évaluer les critères de Delman de gravité, c'est-à-dire qu'on parlera d'hémorragie grave lorsque le patient présente cliniquement une tachycardie supérieure à 120 battements par minute avec une hypotension artérielle de moins de 80 mm de mercure, avec présence de signes d'état choc tels que la polypnée, la froideur des extrémités et la pâleur cutanéo-muqueuse. Alors, sur le plan biologique, lorsqu'on est devant une hématocrite de moins de 30%, une hémoglobine moins de 8 grammes par décilitre et un taux de globules rouges moins de 2,5 millions, et bien sûr, il existe un critère d'évaluation évolutive lorsque on est devant une hémorragie de plus de 1,5 litre par jour. Cela témoigne d'une hémorragie grave. Alors, à côté de la réanimation et la correction de l'état de choc, il faudra donc associer un traitement spécifique de l'hémorragie et qui est basé sur 3 types de traitements. Alors, il y a un volet de traitement médical qui consiste à pratiquer un lavage au sérum glacé, l'utilisation d'antiacides et ou d'UPP par voie intraveineuse ou voire même à la seringue électrique. Le traitement endoscopique permet la pose de clips, des ligatures, l'injection de substances vasoconstrictives telles que le sérum adrénaliné, l'application de codes biologiques, la sclérothérapie et même la coagulation à l'argon. Alors, le traitement chirurgical, c'est le 3e volet thérapeutique. Il est indiqué surtout dans certaines situations, lorsqu'on est devant une hémorragie cataclysmique, lorsqu'il existe une hémorragie persistante ou récidivante chez des patients qui ne peuvent supporter des transfusions massives ou répétées, et bien sûr lorsqu'on est devant un échec thérapeutique médical ou endoscopique. Alors, le but du traitement chirurgical consiste à arrêter le saignement, traiter la maladie ulcéreuse. Et pour les méthodes, donc il faut savoir qu'un traitement radical tel qu'une enterectomie est toujours préféré à un traitement conservateur, ceci à cause du risque qu'il représente et qui est plus faible par rapport à une récidive hémorragique. Alors, lorsqu'on est devant un ulcère hémorragique du bulbe duodénal, on a la possibilité de pratiquer l'intervention de Wendler qui consiste à une suture simple de l'ulcère ou une ligature élective de l'artère gastro-duodénale associée à une vagotomie tronculaire, bien sûr, complétée par un geste de vidange entropylorique qui est la pyloroplastie ou la gastro-entéro-anastomose. On a la possibilité de faire une vagotomie suprasélective et on a aussi la possibilité de réaliser une enterectomie avec une vagotomie. Alors, lorsqu'on est devant un ulcère gastrique, l'excision et la résection de l'ulcère est systématique. On peut faire soit une résection de l'ulcère avec suture, une résection en selle de l'ulcère, ou bien une résection réglée en portant l'ulcère lorsqu'on est devant une hémorragie massive.
Le traitement radiologique par l'artériographie cœlio-mésentérique permet d'identifier l'origine du saignement et de pratiquer une embolisation de l'artère gastro-duodénale. Alors, ce schéma récapitule un peu la conduite à tenir devant une hémorragie digestive haute et donc vous avez le temps de le consulter en fonction qu'il existe un saignement local contrôlé ou une hémorragie active. Deuxième type de complication aiguë, c'est la perforation. Alors, la perforation complique dans 5-10% des cas les ulcères gastro-duodénales. Elle est favorisée par la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens d'alcool ou le stress ou le jeûne prolongé. Et elle survient surtout chez l'adulte jeune entre 20 et 40 ans. Alors, par définition, il s'agit d'une solution de continuité intéressant la paroi gastro-duodénale qui est d'origine ulcéreuse et qui va mettre au contact le contenu de l'estomac ou le duodénum en communication directe avec la cavité péritoniale. Ceci va être responsable d'un syndrome péritonial aigu. Alors, elle est liée à une perte de substance qui va dépasser la sérose gastro-duodénale. Elle constitue une urgence médico-chirurgicale car elle compromet le pronostic vital. Et il y a dans certains cas où la perforation se fait au contact d'un organe de voisinage et on parlera alors d'ulcère perforé bouché. Alors schématiquement, l'ulcère peut passer par plusieurs phases en fonction des différentes pertes de substances. On peut avoir au début une simple abrasion de la muqueuse. On parlera d'exulcération lorsque cette perte de substance atteint la muscularis mucosée. On parlera d'ulcération lorsqu'elle intéresse la sous-muqueuse et on parlera d'ulcère vrai lorsque la perte de substance atteint la musculeuse et bien sûr dès qu'elle dépasse la séreuse, il s'agit d'une perforation. Alors sur le plan physiopathologique, il va y avoir d'abord une interruption d'air dans la cavité péritoniale, puis passage de liquide gastrique avec son contenu de débris alimentaires et de boissons en pleine cavité péritoniale. Ceci va être responsable de deux phases évolutives selon la qualité du liquide et d'épanchement, qu'il soit septique ou non. Et pour cela, donc, on passera par deux phases. Il y a une phase qui est aseptique, moins de 6 heures. Le liquide gastrique est aseptique, mais il reste corrosif et il va entraîner une brûlure chimique du péritoine à l'origine du mouvement d'eau avec une séquestration liquidienne responsable d'un choc hypovolémique. La deuxième phase, elle devient septique au-delà de 6 heures, et ceci parce qu'il y a une surinfection du liquide péritonial par des bactéries, et donc il se rajoute au choc hypovolémique un choc septique. Et par conséquent, la péritonite ainsi qui est une maladie locale va se diffuser à tout l'abdomen et elle va devenir générale avec une défaillance pluriviscérale compliquée d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque et d'insuffisance hépatique. Alors, sur le plan clinique, on peut prendre un type de description qui est la perforation du cercle duodénal en péritoine libre avant les premières 6 heures d'évolution. Alors, les signes fonctionnels, c'est un patient qui se présente pour des douleurs abdominales, qui sont à début brutal, en coup de poignard, d'intensité extrême et voire même intolérable, de siège épigastrique et puis qui se diffuse à tout l'abdomen. Elle est d'irradiation antérieure et vers les épaules et elle peut s'accompagner de vomissements alimentaires fibuleux, parfois remplacés par de simples nausées. Alors, les signes généraux sont marqués par une tachycardie, une polypnée. La température peut être normale, donc pas de syndrome infectieux et pas de signe de choc à cette phase. Alors, l'examen physique va mettre en évidence un abdomen plat qui est immobile, il ne suit pas les mouvements respiratoires. La palpation retrouve une contracture permanente, douloureuse, invincible, de siège épigastrique, puis généralisée à tout l'abdomen. Il peut y avoir une hyperesthésie cutanée en rapport avec l'irritation péritoniale, une abolition des réflexes abdominaux et la percussion peut montrer une disparition de la matité préhépatique. Le toucher rectal révèle une douleur vive au niveau du cul-de-sac de Douglas. Et donc, ces deux signes, la contracture abdominale et le cri de Douglas, signent la péritonite et les arguments en faveur de l'origine ulcéreuse doivent être recherchés à l'interrogatoire. Alors, pour les examens morphologiques, on se basera sur l'ASP qui est centré de face, centré sur les coupoles diaphragmatiques.
et qui va retrouver un pneumopéritoine dans 80% des cas. Par contre, l'absence de ce dernier ne doit pas faire éliminer le diagnostic. Alors là, le scanner abdominopelvien peut mettre en évidence les petits pneumopéritoines qui ne sont pas visibles à l'ASP. Et sur le plan biologique, la formule peut montrer une hyperleucocytose avec une polynucléaire et comme elle peut être normale au début. Le diagnostic différentiel peut prêter confusion avec une appendicite aiguë lorsque l'épanchement se collecte au niveau de la faciette droite ou bien avec une pancréatite aiguë lorsqu'il n'existe pas de pneumopéritoine et que l'amylase sanguine et urinaire sont élevées. La fibroscopie digestive, elle est contre-indiquée dans ce cas de figure car l'insufflation va aggraver la fuite péritoniale. Pour le traitement de la perforation, il s'agit d'une urgence chirurgicale qui s'impose en urgence. Devant un ulcère duodénal perforé, le traitement actuel est la suture simple de la perforation, le traitement de la péritonite avec une toilette péritoniale abondante au sérum salé tiède et bien sûr un drainage large de la cavité péritoniale. Le traitement médical de la maladie ulcéreuse avec un suivi clinique et endoscopique en post-opératoire. Lorsqu'on est devant un ulcère gastrique, l'excision de l'ulcère est systématique peut être suivie d'une suture simple ou d'une résection parfois en selle ou une résection réglée comme nous l'avons déjà présenté. Et il faut faire le traitement de la péritonite et bien sûr un examen histologique de l'ulcère excisé. Le suivi de l'opéré sur le plan endoscopique et histologique est obligatoire. Troisième type de complications de la maladie ulcéreuse, ce sont les sténoses antropyloriques ou gastriques. C'est une complication chronique. Elle est surtout duodénale avec une prévalence de 5 à 10% des cas. Parfois, la sténose est révélatrice de la maladie ulcéreuse dans 13 à 20% des cas. Sur le plan pathogénique, il existe deux mécanismes qui se succèdent. Le premier, il est fonctionnel car on est au stade de l'œdème et dans le spasme peut répondre au traitement médical. Le deuxième stade, il devient organique, c'est le stade de la sténose fibrose cicatricielle qui relève de la chirurgie. Alors par définition, c'est une complication, la sténose duodénale est une complication chronique de la maladie ulcéreuse caractérisée par un liquide de stase à jeun d'au moins de 200 ml et par l'infranchissabilité par l'endoscope pédiatrique qui est de 9 mm. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquences physiopathologiques? Donc, dans un premier temps, le péristatisme va s'accentuer pour forcer le passage et donc il en résulte un spasme et des douleurs. Au deuxième stade, l'estomac est distendu, il est atone, il devient énorme et le passage des aliments est quasi impossible. Il en résulte une répercussion sur le plan hémodynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a une stase gastrique et donc il va y avoir des troubles hydroélectrolytiques et acido-basiques et par conséquent, on peut avoir une insuffisance rénale fonctionnelle qui est due à la diminution du flux plasmatique. Alors, la sémiologie clinique dépendra bien sûr du stade évolutif de cette sténose. Alors, au début, c'est la forme de présténose. Nous avons un changement du caractère des crises ulcéreuses de la maladie. Les crampes épigastriques deviennent plus durables et s'accompagnent d'une sensation de plénitude gastrique. Les vomissements alimentaires sont inconstants quand ils existent et ils vont faire disparaître les crampes. Au deuxième stade, c'est le stade de la sténose confirmée. Les vomissements post-prandiaux sont typiques et soulagent le malade qui tend à les provoquer. L'examen clinique montre un clapotage à jeun, une légère voussure sus-ombilicale, ce qui est un signe de distension gastrique, et puis les ondes péristatiques spontanées ou provoquées vont être visibles lorsqu'on fait ingérer au patient du liquide. Le troisième stade, on est devant une sténose serrée complète déjà constituée. Celle-ci, elle succède aux deux mécanismes précédents. Les vomissements sont abondants, fétides à cause de la stase
et parfois ils sont sanglants. Les douleurs s'atténuent, deviennent sourdes, à type d'inconfort gastrique permanent. L'état général s'altère, l'amaigrissement est important, la déshydratation est massive et les troubles hydroélectrolytiques sont majeurs. Le diagnostic repose sur l'endoscopie qui va montrer le siège de la sténose et qui est en règle non franchissable. Elle va montrer aussi une distension de l'estomac et l'abondance du liquide gastrique avec les débris alimentaires. Le transit œsogastro-duodénal peut être utile en cas de sténose infranchissable. Il peut montrer, bien sûr réalisé à la barite, il va montrer le siège de la sténose, l'aspect et son étendue. On a aussi ici, on peut avoir deux stades. Au stade pré-sténose ou sténose ou de sténose, non encore cicatricielle, on peut avoir un estomac de lutte, c'est-à-dire une hyperkinésie ventrale qui va s'exprimer par des encoches, plusieurs encoches sur l'antre gastrique à cet examen. Et au deuxième stade où la sténose est constituée et que l'estomac devient atone, on peut avoir un aspect de stase baritée avec des passages duodénaux qui sont rares. Le traitement dans ce cas de figure consiste à corriger d'abord les troubles hydroélectrolytiques causés par cette sténose et il faudra rétablir le transit gastrique par le lever de l'obstacle, traiter en même temps la maladie ulcéreuse et ceci par la suppression de l'acidité afin d'éviter les récidives et bien sûr lutter contre la distension gastrique. Quels sont les moyens mis à notre disposition? D'abord, il y a les moyens médicaux, la pose de sonde nasogastrique pour évitement de l'estomac, placer des voies périphériques pour effectuer des prélèvements et la perfusion de soluté en se basant sur les résultats du nomogramme, la sonde urinaire pour quantifier la diurèse, la sonde à oxygène et les sécrétoires et les antibiotiques. Nous avons le traitement instrumental qui repose sur les dilatations endoscopiques. Alors nous avons comme geste le calibrage et la dilatation de la sténose à l'aide de bougies de Hegar et ceci par voie endoscopique. Généralement, cette thérapeutique est efficace au stade de la sténose œdémateuse. Alors, pour le traitement chirurgical, lorsqu'on est devant une sténose pyloropulpaire, nous avons ici deux stades. Au stade de la sténose modérée, et à ce moment, on peut réaliser ce qu'on appelle la vagotomie entrectomie ou une vagotomie avec un drainage de la pompe antropylorique par pyloroplastie ou gastro-entérone-anastomose. Et dans les formes sévères, c'est-à-dire lorsqu'on est devant un estomac de stase, atone, on peut parfois réaliser une gastrectomie des 2/3 qui permet de traiter à la fois la complication et à la fois l'ulcère. Lorsqu'il existe une altération profonde de l'état général du patient, on peut se contenter par le lever de l'obstacle et ceci par la réalisation d'une gastro-entérone-anastomose. Et c'est un geste de dérivation interne. Concernant la sténose gastrique, son traitement relève de la gastrectomie partielle qui emporte la région sténozoïde avec un examen histologique obligatoire des tranches de section et de la pièce opératoire car devant une cancérisation de cet ulcère gastrique, on est amené à compléter le geste thérapeutique chirurgical par une chirurgie carcinologique. Quatrième type de complication, c'est la cancérisation. Alors, l'évolution longue de l'ulcère gastrique peut se faire vers une dégénérescence maligne. Ces risques justifient la réalisation de biopsies systématiques sur les bêches ulcéreuses et à distance de l'ulcère gastrique. Même lorsqu'il est d'apparence bénigne, il faut toujours refaire une gastroscopie à distance, environ 4 à 8 semaines après, pour contrôler la guérison et refaire les biopsies. Il faut savoir que les ulcères duodénaux ne dégénèrent jamais. On terminera par la conclusion pour dire que la maladie ulcéreuse est une maladie chronique résultant d'un déséquilibre entre les mécanismes d'agression et de protection de la muqueuse et souvent associée à une infection à l'hélicobacter pylori. Le traitement est médical impliquant la recherche et l'éradication de l'hélicobacter pylori pour éviter le risque de récidive.
Les complications des ulcères gastro-duodénaux sont de moins en moins fréquentes et actuellement, le traitement est beaucoup plus endoscopique et médical. La chirurgie reste le dernier recours. Et il faut souligner la place actuelle de la cellulchirurgie et il faut savoir que le risque de cancérisation justifie une surveillance endoscopique et des biopsies multiples et le recours à la chirurgie en cas d'ulcère gastrique récidivant ou résistant au traitement médical.